Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder aujourd'hui un sujet qui est très particulier, qui diffère un peu des sujets que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se poser la question s'il est pertinent en 2023 d'entamer des études en ostéopathie. Et pourquoi cette question? C'est parce que, de manière personnelle, je me pose la question, en tant que masso-kinésithérapeute ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian, masso-kinésithérapeute à Montréal, et je me pose véritablement la question de savoir s'il est pertinent pour moi, dans ma situation, d'entamer un cursus complet en ostéopathie. Donc, voici le cadre posé, et je me pose cette question parce que quand j'effectue mes recherches, je vois quand même qu'il y a quelques points, on va dire, un peu qui coincent concernant la pertinence d'entamer des études en ostéopathie et la profession en elle-même. Effectivement, ce n'est peu dire. Donc, cette vidéo sera effectivement une réflexion, un regard quand même assez critique sur les études en ostéopathie et la profession en elle-même. On verra aussi les différences, on va aborder maintenant d'ailleurs, les différences entre la kinésithérapie française ou encore la physiothérapie québécoise et l'ostéopathie. Alors, juste quelques points pour mettre les choses en contexte. Beaucoup d'entre vous qui m'entendaient à l'heure actuelle, qui me voyaient dans cette vidéo, ont eu recours un jour ou l'autre à l'ostéopathie. Donc, je regarde mes notes et l'ostéopathie est une pratique qui est résolument préventive, principalement préventive. Et l'ostéopathie repose sur le principe fondamental, là je lis le texte, fondamental selon lequel la santé du corps dépend de l'équilibre structurel et fonctionnel de ses composants. Effectivement, l'ostéopathie se base sur plusieurs éléments qui ont été édictés par son fondateur, qui est Andrew Steele. Premièrement, le corps a une capacité d'auto-guérison et l'ostéopathe est là agit comme facilitateur pour permettre au corps de s'auto-guérir, de retrouver l'équilibre et ainsi de s'auto-guérir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la structure gouverne la fonction. S'il y a un problème structurel au niveau des os et des muscles, alors au niveau de la fonctionnalité, il y aura une altération. Si par exemple j'ai une blessure quelconque, on va faire ça simple. Si j'ai une blessure à mon bras, alors mon bras n'est plus fonctionnel. Donc l'ostéopathe peut agir effectivement sur la structure pour permettre que la personne retrouve la fonctionnalité pleine et totale de son bras. Ça, c'est un exemple. L'approche ostéopathique prévient les troubles, favorise effectivement la mobilité, la flexibilité des os, des muscles, des ligaments et des viscères. Donc, c'est une thérapie, une médecine qui ne se focalise pas uniquement sur les symptômes, mais cherche à traiter les déséquilibres qui causent les problèmes de santé à long terme. Voilà un peu l'idée de l'ostéopathie. On va aborder maintenant la première question pour avoir cette réflexion critique sur l'ostéopathie. Quelle est la différence entre l'ostéopathie et la kinésithérapie ou alors la physiothérapie ici au Québec? Donc, il faut savoir que en ostéopathie, il y a des éléments qui sont propres à l'ostéopathie, notamment tout ce qui est lié à la thérapie crânio-sacrée et à tout ce qui est la thérapie viscérale et l'ostéopathie pédiatrique. Donc ces éléments-là que je vous ai nommés sont des éléments très spécifiques à la profession d'ostéopathe. Là où il y a un lien véritablement avec la kinésithérapie ou la physiothérapie, c'est tout ce qui est en relation avec ce que l'on appelle l'ostéopathie structurelle. Donc l'ostéopathie structurelle, c'est la thérapie sur les muscles, les os, les ligaments. Donc tout ce qui est le musculo-squelettique finalement. Et ça, effectivement, la pratique, qu'elle soit en ostéopathie ou en kinésithérapie, est très très proche. Maintenant, effectivement, là où il y a un problème, en fait, notamment la formation de l'ostéopathie,
c'est que si on enlève tout ce qui est spécifique à l'ostéopathie et qui est commun avec la kinésithérapie, eh bien, il reste effectivement que l'aspect structurel. Et alors, on se demande, en fait, on se dit qu'il y a peu de différence. Effectivement, tout ce qui est crânio-sacré, viscéral et ostéopathie pédiatrique, c'est spécifique à l'ostéopathie et surtout, et là c'est là mon point, ces éléments-là ne se fondent sur aucun fondement scientifique ou encore il n'y a pas de preuve de l'efficacité de ces éléments-là dans l'ostéopathie. Et là, c'est une véritable lacune, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que j'irai faire une formation en ostéopathie, une formation qui dure quand même 5 ans et qui coûte extrêmement cher, environ 30 000 $ canadiens? Pourquoi j'irai faire toute une formation, pourquoi j'irai faire 5 années d'études pour au final ne retirer scientifiquement que l'aspect structurel, c'est-à-dire un an à peu près sur 5. Là aussi, je pose la question, je ne résous pas la problématique, mais là, je pose les éléments en place. Il y a d'autres croyances et des mythes effectivement qui entourent l'ostéopathie. Le premier mythe concerne effectivement tout ce qui concerne le langage nocebo et notamment le débat sur la jambe plus courte que l'autre. Donc on le sait, c'est un débat qui persiste concernant la pertinence de la jambe plus courte et des tests pour détecter cette jambe plus courte qui est le test des crêtes iliaques. Et en fait, ça ne repose sur strictement rien. Une jambe plus courte, dans la très grande majorité des cas, est seulement due au fait d'une tension musculaire au niveau du bassin. Et effectivement, ces tests des crêtes iliaques effectués en ostéopathie pour évaluer donc effectivement l'alignement du pelvis suscitent bien évidemment des interrogations quant à la validité et la fiabilité en raison des variations anatomiques entre les individus. Certains critiquent sur ces tests-là effectivement le risque de faux positifs. Il y a une faiblesse de la fiabilité inter-évaluateur. C'est-à-dire qu'un évaluateur va trouver quelque chose de différent par rapport à l'autre évaluateur. Alors, que faire avec ça? Deuxième mythe, deuxième élément, effectivement, qui pose un regard critique sur la pratique ostéopathique, c'est effectivement le débat sur les manipulations avec trust. Alors, qu'est-ce qu'une manipulation avec trust? C'est les manipulations qui font craquer. Ou alors en anglais on appelle ça HVLA qui veut dire High Velocity, Low Amplitude. C'est des manipulations avec une grande vitesse mais de faible amplitude. L'idée de faire craquer les articulations est souvent associée à une libération de tension et à un soulagement court terme. Donc oui, effectivement, cela permet de relâcher les tensions tissulaires au niveau local et cela dure que quelques temps, que de manière court terme. Mais l'effet sur le long terme est discutable et remis en cause dans de nombreuses études. Alors si l'effet long terme est discutable, pourquoi faire craquer? Il y a un avantage effectivement à faire craquer dans un cadre très précis, notamment en excluant effectivement les drapeaux rouges, les contre-indications. La personne peut être admissible effectivement à cette manipulation s'il y a un véritable blocage articulaire qui empêche la mobilité. Donc dans ce cas-là, le thérapeute formé va pouvoir faire cette manipulation avec craquement pour libérer l'articulation et permettre à la personne de retrouver une amplitude de mouvement correcte. Autre point qui est limitant pour l'ostéopathie, c'est évidemment que c'est une pratique qui n'est pas basée sur les preuves. Chaque élément d'une pratique thérapeutique, si elle est basée sur les preuves, elle est donc répond à une démarche scientifique de remise en question, ce qui n'est pas le cas de l'ostéopathie. La kinésithérapie remet en question sa pratique avec les données probantes, les preuves. Une pratique basée sur les données probantes, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est évidemment le corpus de connaissances du thérapeute, les connaissances et les recherches qu'il effectue sur sa pratique. Deuxièmement, ce qui est fondamental, c'est l'expérience
du thérapeute, l'expérience terrain. Il a essayé certaines choses qui ont plus ou moins marché. Donc, il adapte ses techniques en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et le troisième élément de l'Evidence-Based Practice, l'EBP, c'est effectivement le contexte du patient. Est-ce que quand le patient vient vous voir, il est stressé, est-ce qu'il est relax, etc., etc. Cela, l'état émotionnel du patient va effectivement déterminer la réussite ou l'échec du traitement. Donc c'est ça, ce qui est très dommage pour l'ostéopathie, c'est que c'est une profession qui existe depuis plus de 100 ans et qui ne s'est jamais remis en cause. Et ça, c'est un bémol très sérieux pour effectivement le sérieux d'une profession vis-à-vis du public, et puis aussi pour pouvoir prétendre un jour à un ordre professionnel, ce qui n'est pas le cas ni en France ni au Québec, par exemple. Autre élément aussi qui est très dérangeant pour l'ostéopathie, c'est que l'ostéopathie a la prétention effectivement de soulager beaucoup de troubles qui sont au-delà du musculo-squelettique, comme l'asthme, les problèmes de peau, les problèmes de fertilité, etc., etc. Il n'y a pas de preuve effectivement scientifique qui prouve que l'ostéopathie est efficace à 100% dans ce que je vous ai nommé. Il en est de même pour tout ce qui est l'ostéopathie pédiatrique, et là aussi il y a beaucoup de croyances vis-à-vis de l'ostéopathie pédiatrique, notamment des jeunes parents qui pensent qu'il est essentiel pour leur enfant d'être accompagné par un ostéopathe. Donc en conclusion, effectivement, la formation en ostéopathie ne repose sur pratiquement aucun fondement scientifique, si ce n'est la partie structurelle qui partage un fondement scientifique commun avec la kinésithérapie. Les fondements scientifiques sont l'anatomie, la physiologie, la biomécanique. Pour tout ce qui est la thérapie structurelle, tout ce qui est en rapport avec les manipulations et les troubles musculo-squelettiques. Donc pour conclure, effectivement, la profession doit évoluer vers des pratiques basées sur des preuves pour garantir des soins de qualité et maintenir la confiance du public. Et maintenant, répondons à la question, effectivement, est-ce qu'il est pertinent pour moi d'entamer des études complètes en ostéopathie? Effectivement, c'est difficile après cette vidéo de penser que je vais prendre ma décision d'entamer une formation complète en ostéopathie, car effectivement, si on enlève tout ce qui est les éléments très spécifiques à l'ostéopathie, il ne reste plus rien. Il reste uniquement le structurel, et je pense qu'avec des formations continues sur le structurel, je vais pouvoir bonifier ma pratique et augmenter en compétences. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, la balance penche beaucoup plus une décision de ne pas entamer d'études en ostéopathie. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous êtes ostéopathe, si vous êtes kinésithérapeute, si vous êtes un curieux, effectivement, de la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo, donner lieu à des débats. Donc, soyez respectueux dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre attention et on se dit à bientôt. Au revoir.